Bien, bonsoir à tous, mes chers patriotes. Bienvenue à vous, sur l'Académie patriotique concernant la conférence Gladiature, mythe ou réalité. Nous allons donc ce soir accueillir Loïc qui va nous parler de ce thème-là. Merci à vous d'être présents. Je vais lui laisser la parole. Pensez donc à poser vos questions dans le salon prévu à cet effet, donc questions-conférences. Les questions jugées inutiles seront supprimées par les modérateurs. Loïc, tu as la parole normalement. Bon, on va commencer du coup. Alors, pour vous introduire ce sujet, les combats de gladiateurs, mythes et réalité, il m'a été difficile de résister à la tentation de vous montrer ce tableau. Pollice Verso, peint par Jérôme en 1872, incarne beaucoup de propos qui vont être tenus pendant cette petite conférence ou ce petit exposé à votre guise. L'histoire derrière la réalisation de ce tableau, devenu iconique, presque une image d'Épinal sur le gladiateur, est assez intéressante parce que pour sa réalisation, Jérôme va revêtir la panoplie non pas d'un gladiateur, mais d'un archéologue. En effet, il va faire des recherches assez poussées, pour son temps du moins, pour essayer de retrouver, dans un souci de détail et de réalisme, ce qu'était un gladiateur, comment il était équipé notamment. On va avoir notamment dans son atelier des reconstitutions de pièces trouvées sur des sites archéologiques, notamment le casque de ce gladiateur qui a été retrouvé à Pompéi dans la fameuse maison des gladiateurs. Ce tableau est intéressant parce qu'il nous montre beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées reçues en fait sur la gladiature. Malgré son effort de vouloir restituer le réel du gladiateur, son tableau est encore baigné d'idéal et de romantisme, de fantasmes et d'idées reçues sur ce qu'était un gladiateur. Devenu iconique, il va inspirer énormément d'artistes par le futur, notamment des artistes dans le domaine du cinéma. C'est ce qu'on va voir notamment avec les productions des péplums du début du XXe siècle aux grandes productions plus récentes, c'est-à-dire de Gladiator ou alors la série Spartacus. On va voir que va se perpétuer en fait une vision assez tronquée de la réalité par rapport au gladiateur et à ce qu'il était. Face à ça, il est important de rappeler quelques petites choses, notamment ce qu'était un gladiateur. La définition la plus consensuelle, c'est un combattant qui est formé au duel dans un but de divertissement. Un duel qui peut être cérémonial ou simplement de l'ordre du sport ou du divertissement. Un gladiateur affronte un autre gladiateur. C'est un combat d'homme à homme. Directement ici, on exclut la pensée d'un gladiateur qui va se battre exclusivement contre des bêtes. Au niveau de la gladiature, c'est arrivé, c'était quelque chose qui se faisait, c'était notamment les bestiaries, mais c'est rien comparé en fait à ce qu'était la gladiature en elle-même, c'est-à-dire des combats entre professionnels et entre combattants. Ce qui est aussi quelque chose à savoir, c'est que la gladiature s'étend sur 700 ans d'histoire. En effet, ça a été un phénomène assez grand dans l'Antiquité, de moins 264 au premier combat de Rome jusqu'à son interdiction en 404 par l'empereur Honorius. Elle va vraiment accompagner toute l'Antiquité romaine, au point où elle va devenir la discipline que l'on connaît le plus sur l'Antiquité. Elle va de loin, de très loin, même dans les esprits, dépasser la course de chars, et même pour ses contemporains en réalité. Cette importance et cette popularité, on la connaît notamment par ces citations, ces représentations, qu'elles soient dans le domaine matériel ou dans l'idée et dans la pensée romaine. On le connaît notamment à travers des sources iconographiques de très nombreuses natures, allant de la simple lampe à l'huile ou de la petite représentation sur une mosaïque à des statues, voire des graffitis. Dans cet exposé, notamment ce que je vais afficher en fait dans le diaporama, je me suis beaucoup aidé du corpus documentaire réuni par Éric Tessier dans son ouvrage La mort en face, dossier gladiateur. On retrouve aussi beaucoup de mentions du gladiateur dans des œuvres littéraires romaines. J'en ai pas fait la mention complète, mais ça c'est quelques extraits d'œuvres dans lesquelles j'ai pu tirer des citations et qui vont être présentes dans le diapo, qui vont aider mon propos. Il est ici à savoir qu'il n'y a pas d'œuvre littéraire dédiée uniquement aux gladiateurs. Le gladiateur n'est que mentionné au terme d'anecdotes. On n'a pas de récit dédié à eux. Ils ont simplement le droit à un chapitre dans des œuvres comme par exemple des spectacles, mais rien de plus. Rien ne nous est présenté en termes de texte de comment marche la gladiature. Il n'y a pas par exemple de traité de comment on organise un combat. Ça, c'est le résultat en fait de recherche en couplant justement les deux.
On arrive donc au vif du sujet. Alors, je vous présente alors le plan de cette conférence. J'ai fait une problématique assez simple. Qu'est-ce que le combat gladiateur pour les Romains? Et aussi pour un petit peu orienter les propos, comment elle s'est intégrée au monde romain en tant qu'institution et sport. Parce qu'on verra que la gladiature est un phénomène qui n'est pas romain, qui n'est pas originaire de Rome, mais qui s'est plutôt romanisé ou qui est devenu quelque chose avec les Romains. On va voir ça notamment on va du coup voir dans la première partie les origines de la gladiature et son arrivée dans le monde romain. Dans la deuxième partie, on va plutôt s'attaquer à l'acteur primordial, sans qui la gladiature ne serait rien, le gladiateur. On va voir les différents aspects du gladiateur, notamment sur sa vie et sur qui il est. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de profils différents qui se cachent derrière un gladiateur, parce que comparé à ce qui nous est montré notamment dans des films. Et enfin, pour terminer, on va voir le gladiateur dans son milieu naturel, si j'ose dire, le spectacle. Qu'est-ce qu'était le spectacle de gladiateur? Qu'est-ce qu'était la gladiature au sens d'organisation? On va voir qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de ça et que surtout c'était très organisé. Rentrons dans le vif du sujet avec les origines de cette gladiature. On sait que la gladiature est un phénomène assez connu dans le monde antique. Les premières citations de la gladiature ou des combats de gladiateurs remontent à l'Iliade de Homère. On trouve un passage dans l'Iliade d'Homère, un combat donné entre deux hoplites à l'occasion de la mort de Patrocle, un guerrier émérite, mais cela s'inclut dans un combat, dans des jeux funéraires un petit peu plus grands. On retrouve aussi dans d'autres endroits que la Grèce antique des représentations des gladiateurs, notamment chez les Samnites, les Étrusques et d'autres peuplades antiques du sud d'Italie, notamment en Campanie. On a par exemple sur le diaporama une urne funéraire étrusque et une peinture sur une tombe lucanienne, donc deux ethnies justement de cette Campanie, où sont représentés des combats de gladiateurs. En tout cas, c'est ce qui est avéré. Ce sont des représentations avérées de gladiateurs dans des contextes funéraires. Tite-Live nous ajoute aussi dans une de ses citations la cité de Capoue pratiquait la gladiature dès moins 310, quand il parlait notamment des mœurs et des us de Capoue. On voit par ces mentions et ces représentations que la gladiature est liée, du moins à son origine, à la mort et notamment aux pratiques funéraires. Elle est en lien avec une croyance antique de l'honneur des anciens, de l'honneur des ancêtres. On fait honneur aux défunts, notamment pour faire couler le sang des jeunes, notamment quand il s'agit d'un guerrier. On sait tout ça à travers notamment notamment les œuvres de Tertullien, qui va nous expliquer les mœurs en fait de ces personnages, de ces Romains antiques, qui va nous raconter pourquoi on pratiquait la gladiature, mais il va simplement en fait confirmer une croyance qu'on a déjà, c'est l'importance de la mort et des défunts et des pratiques funéraires, notamment dans l'antique. On va penser en fait à l'époque que pour rendre honneur aux défunts, en particulier quand c'est un guerrier, on va donner un combat pour simplement faire couler du sang. On ne parle pas ici de quelque chose encore de très sanglant ou de mise à mort. On n'est pas encore au courant des pratiques de la proto-gladiature, si j'ose appeler ça ainsi. Mais on sait que c'est très lié avec une mise à l'épreuve ou alors un spectacle donné en l'honneur d'eux, et notamment d'un défunt. On sait aussi que ces pratiques de la gladiature permettent aux contemporains de ces événements d'appréhender un petit peu mieux l'idée de la mort, parce que l'idée de la mort dans l'Antiquité n'est pas encore très développée. On n'a pas encore d'idée d'après la mort, où on a du mal encore à voir ou à appréhender ou à comprendre ce que c'est le phénomène de la mort. C'est simplement pour montrer quelque chose de triste qui est lié à notamment des funérailles. On va simplement faire un spectacle qui sera en rapport avec la mort, notamment avec le combat, pour, j'allais dire, égayer un petit peu tout ça. On connaît aussi la gladiature sous d'autres formes, d'autres formes que funéraires. On les connaît notamment sur une nature d'humiliation. Hannibal Barca, ça nous est confirmé par Tite-Live dans son histoire romaine, va donner des combats lors de son invasion de l'Italie. Déjà, une première part pour se donner de la chance et pour fêter le fait qu'il ait traversé les Alpes. Pour sa traversée des Alpes, il va donner des combats de gladiateurs. Et il va aussi donner des combats de gladiateurs avec les prisonniers romains qu'il a capturés.
Il va les faire combattre à mort, et c'est un moyen d'humilier l'ennemi. On connaît d'autres pratiques de cette gladiature, mais c'est difficile de l'appeler gladiature. Je parle ici, je ne l'ai pas mis sur le diapo parce que c'est au terme d'anecdote. C'est notamment chez les Gaulois et chez les Germains. Il y avait un rapport assez spécifique au combat, notamment des combats pour les dieux. Mais c'est dans un contexte beaucoup plus religieux que ce que je vous ai montré ici. Donc c'est vraiment de l'anecdote. On va voir, du coup, passons à la suite, on va voir que ce phénomène de la gladiature va s'étendre jusqu'à Rome, donc de la Campanie jusqu'à Rome. Le premier combat attesté à Rome, le premier combat cité à Rome, s'est passé en 264 avant Jésus-Christ, pendant les funérailles du père d'un certain Junius Brutus sur le Forum Boarium. Le Forum Boarium, c'est, pour simplement expliquer rapidement, c'est l'endroit où on vendait les bœufs. Les forums étaient évidemment les centres des activités dans les cités antiques. C'était des centres économiques, des centres religieux. C'était des moyens de rencontre, des endroits où on donnait des spectacles généralement. Donc on voit ici que les premiers combats sont donnés déjà en l'honneur d'un défunt, donc ça confirme l'origine de la gladiature, du moins sa nature. Et on va voir que ce phénomène va très vite prendre en importance chez les Romains. Elle va avoir une popularité grandissante. Cette popularité, on la connaît notamment à travers des citations notamment de Terence et de Polybe sur la représentation d'une œuvre de l'Équire. C'est arrivé en moins 160 avant Jésus-Christ environ. Pour expliquer rapidement, Terence n'a pas pu donner son spectacle car le public, en entendant parler d'un combat gladiateur, a totalement fui les gradins de la représentation, empêchant alors Terence de donner son spectacle. On comprend ici, avec notamment la fuite de la pratique un petit peu plus noble des arts antiques, qui est donc la dramaturgie, que la gladiature passionne beaucoup plus les contemporains que des trucs un petit peu plus intellectuels, que notamment par le théâtre. On sait que cette pratique de la gladiature va s'ancrer un petit peu plus dans ce paysage romain, notamment à travers la vision des étrangers de Rome. On sait ça avec notamment la vie d'Antiochos IV de Tite-Live. Antiochos va donner des spectacles de gladiateurs en empruntant notamment des gladiateurs romains et pour imiter ces Romains. Donc, avec cette citation, on comprend que la gladiature s'est très vite implantée dans les mœurs romaines, ou du moins assez pour que les étrangers puissent penser que c'est quelque chose de romain, ou du moins que c'est dans les us et coutumes des Romains. Ça nous est aussi confirmé avec la fréquence de ces munus funéraires. Le munus, c'est simplement le combat de gladiateurs. Pour faire simple, entre moins 200 et 150 avant Jésus-Christ, on estime qu'il y a environ plus d'une dizaine de munus qui sont donnés, et certains avec une très grande importance, notamment avec les paires de gladiateurs utilisés. On a notamment un munus funéraire qui est donné en l'honneur d'un P. Licinius, qui rassemble 120 gladiateurs, ce qui est assez impressionnant pour l'époque, surtout si on considère que la gladiature est encore assez balbutiement. Avec cet engouement va venir rapidement une acclimatation en fait, des Romains avec cette pratique. L'engouement est de plus en plus grand et on va voir que les Romains vont s'approprier de plus en plus cette pratique. L'appropriation on va voir qu'ils vont l'intégrer simplement avec, par exemple, Marius qui décide d'intégrer dans les Jeux du cirque. Donc c'est un petit peu la fédération sportive romaine, c'est-à-dire les jeux qui sont homologués par l'empereur. C'est des mots très grossiers ici, c'est pour vous faire comprendre simplement ce que c'est. Les jeux du cirque sont par exemple devant les courses de chars, le pancras, les jeux gymnastiques. Donc ce sont des pratiques qui sont beaucoup plus nobles, qui sont des choses nobles vues par les Romains du moins, donc des spectacles qui méritent quelque chose, du moins un nom. À partir de 105 avant Jésus-Christ, la gladiature rentre officiellement dans le panthéon des jeux du cirque romains. Mais avant ça encore, on a des phénomènes d'appropriation, donc des adaptations des Romains de la pratique. On va voir ça notamment avec le développement des armaturas dites ethniques. Donc les armaturas, ça peut être traduit par les panoplies, donc les tenues des gladiateurs, leurs armures notamment. On va aborder ce sujet un petit peu plus loin, je fais simplement mention de ce terme. On va voir par armature ethnique qui arrive à peu près en moins 300. On sait que ça arrive en moins 300 parce qu'on a des citations de Tite-Live et de Lucilius qui vont donner notamment les premiers cas de gladiature ethnique qui sont les Samnites. On sait que, pour expliquer rapidement ce que c'est, on va armer les gladiateurs comme des ennemis vaincus de Rome. On explique ça rapidement.
on va voir se développer notamment les Samnites, les Gaulois, les Thraces, les Bretons et les Grecs, qui vont être intégrés dans les combats et qui vont rappeler un imaginaire romain. On va les intégrer à l'histoire romaine parce qu'on va donner en spectacle en fait les ennemis vaincus de Rome. On va leur donner notamment des petits thèmes, notamment le Myrmillon qu'on regardera un peu plus loin, aura la mention de Gaulois. Le Thrace imitera, notamment avec des équipements, notamment la Sika, qui sera sa fameuse épée courbée, imitera ce que pensait, du moins dans l'imaginaire romain, le style de combat des Thraces, pour rappeler un imaginaire de conquête et d'histoire romaine. On intègre donc des éléments de l'histoire romaine dans la pratique de la gladiature. Un autre phénomène d'adaptation, c'est qu'on va essayer de créer et d'officialiser la gladiature. L'empereur, notamment, va devenir un grand acteur de la gladiature. Il va créer des écoles officielles de gladiature. On les abordera un petit peu plus tard, mais c'est un élément important pour comprendre l'appropriation de ces spectacles par les Romains. Le dernier élément, c'est on va changer le sens de ce qu'est la gladiature. On va lui enlever progressivement avec le temps, on va lui enlever rapidement son principe de spectacle funéraire, donc de jeu beaucoup plus solennel. On va leur donner plutôt un terme de spectacle hommage aux dieux notamment. On n'est pas ici, comme vous le savez, les Romains sont plus dans une pratique que dans un dogme. Donc on va simplement donner des jeux en l'honneur d'un dieu ou alors d'un défunt, mais ça sera pas pendant les lieux pendant des enterrements. On sait ça notamment avec une citation de Plutarque dans la vie de Caius Gracchus. Caius Gracchus, c'est le leader de la ligue, c'est le leader du parti des populares. C'est un tribun de la plèbe, donc il est défenseur, officiellement il est défenseur du peuple, il est partisan de ça. On sait qu'on va commencer à faire payer les gens pour voir ces spectacles, parce que Gracchus, dans une nuit en moins 122, va faire démonter des gradins qui servaient à faire payer les entrées pour voir ces spectacles. Il faut savoir qu'avant, on ne faisait pas payer ces spectacles. On sait que maintenant, c'est devenu quelque chose qui mérite rétribution. On sait aussi que les Romains vont adopter définitivement la gladiature, notamment avec la création de lieux dédiés à cette pratique, avec notamment l'apparition des premiers amphithéâtres qui arrivent notamment en 29 avant Jésus-Christ, c'est le premier amphithéâtre de Rome, et sa consécration avec le grand Colisée, le Colisée qui a une capacité d'environ 50 000 à 20 000 spectateurs, et qui montre en fait simplement des besoins techniques de l'époque, parce qu'un amphithéâtre ne suffisait pas, on avait besoin de quelque chose de beaucoup plus grandiose pour répondre à la demande des Romains pour les gladiateurs. On va voir ensuite, du coup, les acteurs de la gladiature, les gladiateurs. On va voir notamment que le profil derrière le gladiateur a beaucoup de facettes, des facettes beaucoup plus complexes que l'on peut le voir dans les films. Dans les films, on nous présente souvent ce gladiateur en tant qu'esclave, pauvre, misérable, qui vit misérablement et qui attend simplement d'être libéré. Bah, en réalité, c'est totalement faux, ou du moins partiellement. À l'origine, il est vrai que les gladiateurs sont des esclaves. Ce sont les premiers à être entrés dans l'arène. Ils sont notamment issus des butins de guerre. Ce sont des prisonniers de guerre qui ont dédié donc leur vie à tuer. Et les Romains vont simplement être confrontés au choix de est-ce qu'on les envoie dans les mines, dans les champs, donc typiquement qu'ils meurent, pour qu'ils y meurent à la tâche, ou alors on va les utiliser pour divertir la population. Ça va être la pratique pendant un très long moment, jusqu'à la rupture avec la révolte de Spartacus en moins 73, moins 171. Pardon. La révolte de Spartacus va être un grand tournant pour la gladiature parce qu'elle va faire peur en fait aux Romains. On va comprendre que les gladiateurs, donc, qui sont pour la plupart des vétérans de guerre, sont dangereux en fait si on les arme beaucoup trop, si on les forme beaucoup trop. Lors de l'éclatement de la révolte, les Romains ont été confrontés à un choix simple. Est-ce qu'on arrête la gladiature ou est-ce qu'on la réforme? Ils vont décider de la réformer et donc, par cette réforme, diminuer grandement la population d'esclaves chez les gladiateurs. On va voir un peu plus tard, leur donner des spécifications pour leur donner un peu moins de dangerosité.
On commence alors à voir l'apparition de personnages, enfin d'hommes libres, qu'on appellera les auctorati, qui vont donc signer un contrat pour devenir gladiateurs. Il faut savoir que ce sont des citoyens, donc pour la plupart ce sont des citoyens, ou alors simplement des hommes habitants dans l'Empire, qui vont décider d'eux-mêmes de revêtir la panoplie de gladiateurs. On connaît ce phénomène à partir de 201. On a une mention d'un spectacle donné à Carthagène en 201 par Scipion, de 206-201, pardon, où il y aura dans l'assistance et dans le combat, non pas des esclaves, mais des hommes libres. Il y a beaucoup de profils derrière l'Octorati. On a par exemple l'homme libre qui est avide de combat, donc basiquement qui va rechercher simplement les faits d'armes, qui va essayer de se battre. Donc soit appeler ça peut-être des idéalistes, ou alors simplement des gens avides de défis. Ça c'est un des grands profils des gladiateurs autorati. Qu'on a notamment dans la citation de Tite-Live sur Scipion, sur le combat sur les spectacles de gladiateurs de Scipion, où il va carrément dire que ce sont des jeunes qui sont justement avides de faits d'armes. Derrière l'autorati, on a aussi des hommes libres de plusieurs natures. On a notamment l'homme fauché. Des hommes qui ont fait faillite, qui n'ont plus rien à perdre, vont souvent passer la porte des lanistes, donc des recruteurs de gladiateurs, des chefs de l'oudi, des écoles de gladiateurs, pour signer un contrat. On connaît ce profil notamment à travers des citations comme celui de Martial, qui est très amusante notamment, qui dit « Ce que tu faisais en tant qu'ophtalmologue, tu le fais désormais en tant qu'oplomach. » Voyez ici, notamment avec ce que tu fais en tant qu'ophtalmologue, crever des yeux. On imagine alors qu'un ophtalmologue qui crève des yeux n'est pas très efficace et qui a dû donc rapidement faire faillite. C'est un profil assez récurrent en réalité, c'est très loin d'être anecdotique. Le contrat que j'ai mentionné avant, parlons-en rapidement. C'est une aliénation de vos libertés pour un contrat d'une durée limitée. Le contrat, c'est un nombre de combats. On cite les bases à partir de 5. Selon Éric Tessier, c'est 5 combats. Et pendant ces 5 combats, vous allez être payé par le laniste en échange de vos combats confirmés. Vous allez toucher une petite solde, une petite somme qui va vous permettre de vivre, de simplement vivre assez correctement, de manière assez à l'aise. On sait que ces contrats sont rarement arrivés au bout, enfin plus ou moins. On estime que 3/4 des gladiateurs ne survivent pas en fait à leur contrat, n'arrivent pas à la fin de leur contrat par la mortalité donc du métier que vous pouvez vous douter sans trop de mal. On peut aussi renouveler son contrat, donc on peut choisir de rempiler par exemple 5 combats. Il faut savoir que ces combats, on n'est pas sûr de les donner par exemple chaque semaine. Hein. C'est des combats qui peuvent s'étaler sur un an ou plusieurs années. C'est si on a besoin de vous, on vous appelle. Mais vous serez presque au même rang qu'un esclave, dans le sens où vous avez aliéné vos privilèges de citoyen pour devenir un gladiateur. Vous devenez la possession officiellement, mais vous avez toujours un rang un petit peu plus élevé en tant que citoyen romain devenu auctorati que d'un esclave. Vous avez toujours une amélioration partielle de votre statut, mais vous restez dans le même principe qu'un esclave. On va voir ce que ça va donner dans la culture romaine un petit peu plus tard. D'autres profils d'hommes libres qui sont assez récurrents, qui l'ont été du moins, ce sont les aristocrates. On va voir que la gladiature va séduire les sphères les plus influentes de Rome. On sait que les aristocrates pratiquaient beaucoup la gladiature, notamment à travers la création d'armaturas dédiées à eux, notamment les equites, donc des gladiateurs à cheval. On a par exemple une représentation de ces derniers qui nous vient d'une tombe de Scaurus à Pompéi. C'est un dessin d'artiste réalisé en 1856. J'ai pas trouvé de photo malheureusement, donc ça, je me suis dit ça fait largement l'affaire. On sait que c'était quelque chose d'assez récurrent au point où on l'interdise. En moins 22 et en 19 après Jésus-Christ, on va promulguer 2 lois qui vont interdire aux aristocrates, donc aux hautes sphères de Rome, de devenir gladiateur, parce que déjà on pense que c'est beaucoup trop dangereux et on estime qu'il faut que les jeunes gens se concentrent sur le cursus honorum, parce qu'ils vont fournir en fait les prochaines têtes de l'État, donc dans le Sénat ou dans l'administration.
En 19, on va par exemple dire que tous les descendants d'Equites, donc la deuxième grande classe de citoyens de Rome, on les interdit d'entrer dans l'arène ou de devenir gladiateurs. La première, en moins 22, va simplement interdire les fils de sénateurs, mais on voit apparemment, selon la promulgation de la deuxième loi, que c'était pas assez. Un autre profil qui est loin d'être anecdotique, ce sont les femmes. Les femmes vont aussi pratiquer la gladiature. On estime qu'elle est aussi vieille que la gladiature masculine. On a beaucoup de représentations en fait de femmes gladiatrices et on sait que ça a eu beaucoup de succès. On a notamment une citation dans l'œuvre de Dion Cassius qui disait que les hommes aimaient bien regarder les femmes gladiatrices parce qu'il y avait un autre spectacle à regarder. Comprenez ce que vous voulez, mais sachez que c'était pour montrer que c'était des femmes, elles n'hésitaient pas à faire tomber le haut ou à enlever le casque pour montrer leurs cheveux longs. Elles sont interdites définitivement des arènes en 200 après Jésus-Christ, estimées trop dangereux ou selon trop en désaccord avec les mœurs romaines qui voudraient que ce soit plutôt les hommes qui s'occupent de ça. On a un autre profil, mais qui est beaucoup plus anecdotique, ce sont les nains et les enfants. On a beaucoup de citations de combats de nains et contre des enfants notamment dans l'arène romaine. Elles nous sont rapportées par Dion Cassius, Stas et Martial, notamment pendant le règne de Domitien. On voit ici qu'il y a beaucoup de profils du gladiateur, et on voit aussi que le gladiateur a plus d'utilisation qu'on peut lui accorder, c'est-à-dire simplement en tant qu'athlète ou combattant. Parce qu'en effet, on va utiliser les gladiateurs aussi comme des mercenaires. Par des mercenaires, j'entends, voyez simplement des gardes du corps. On va avoir beaucoup de mentions de gladiateurs qui vont devenir des gardes du corps pour pas cher, comprenez des gladiateurs pour pas cher, pour des sénateurs. On va aussi avoir des gladiateurs qui vont suivre les armées, les légions romaines pendant leur conquête. C'est un petit peu plus anecdotique parce qu'on leur refusait un peu le camp, on avait un petit peu peur de ces gladiateurs, mais ils font des soldats pour pas cher en fait. On sait aussi que les gladiateurs vont être utilisés par l'armée romaine, notamment comme formateurs, comme professeurs. Les gladiateurs les plus vétérans, notamment on a une anecdote en moins 90 avant Jésus-Christ, des gladiateurs qui sont demandés en tant que professeurs parmi les armées, qui apprendront et qui généraliseront même, selon la citation, des techniques de combat au glaive. Passons ensuite au gladiateur, donc sa vie plutôt. Une fois que vous avez conclu votre contrat de doctoratie, vous allez donc intégrer votre caserne, donc votre lieu de vie pour les prochaines années, ou du moins pendant la durée de vos contrats. Vous allez intégrer une familia gladiator. Ne voyez pas ça comme la famille Adams ou comme une jolie sitcom. C'est simplement le nom général pour dire que vous êtes considérés comme les enfants du laniste. Le laniste va être votre maître, votre recruteur, et c'est lui qui va gérer, qui va gérer en fait l'endroit où vous vivez, donc la caserne. Une fois entré, vous allez devoir choisir l'armatura. L'armatura, c'est ce qui va définir votre style de combat dans l'arène et ce que vous allez être aux yeux des gens pour le reste de votre carrière. On a très peu, voire pas d'exemples de gladiateurs qui vont changer d'armatura dans leur vie. L'armatura, elle vous est assignée en général par votre laniste qui va voir des qualités chez vous. Certaines armaturas qui ont donc des styles de combat bien distincts nécessitent par exemple des corpulences différentes. Le mirmillon, par exemple, le gladiateur le plus lourd, on va considérer qu'on le donne simplement aux personnes les plus grosses ou de plus grande constitution. Les traces, on va les donner à des personnes un petit peu plus fluettes, mais en comparaison au mirmillon, donc qui restent quand même assez imposants, et qui sont notamment agiles. Le rétiaire, on va le donner à des personnes un petit peu plus maigres aussi. L'oplomaque, des personnes aussi imposantes, parce qu'on va essayer de rappeler l'hoplite grec, donc des personnes assez athlétiques en fait. Et le provocateur, ça peut être tous les profils pour le coup. Ici, on a les 6 grandes armaturas de gladiateurs, donc celles qui nous sont le plus de fois représentées, citées notamment dans le corpus iconographique de Éric Tessier, sur 1524 éléments notamment. Les rois de l'arène qu'on va avoir du moins mentionné le plus souvent, ou qui vont vraiment avoir un grand impact, ça va être le rétiaire et le sécoutor ou le mirmillon.
Le sécoutor est simplement une évolution logique du mirmillon parce qu'il va contrer plus facilement le rétiaire. Des armaturas peuvent contrer sont designés en fait pour combattre d'autres armaturas. C'est notamment le cas des mirmillons et des sécoutors face au rétiaire. Le rétiaire va avoir plus de facilité à combattre un mirmillon parce que son filet va notamment se bloquer dans les arêtes de son casque, qui va l'immobiliser plus rapidement et il va pouvoir le tenir à distance avec son trident. Il y a aussi toute une dimension de spectacle. L'armatura va, comme je vous l'ai montré précédemment, va essayer d'aiguiser des sens d'inconnus. C'est ainsi qu'on se représentait les combattants étrangers qui affrontaient les légions romaines. Le rétiaire, lui, c'est plutôt des liens avec le folklore. Il va plutôt inspirer la pêche, qui est une pratique assez connue et assez bien vue par les Romains. Le mirmillon, avec son casque imposant, va essayer d'incarner un monstre de la mer. C'est notamment comme ça qu'ils sont vus. Le mirmillon ne va pas affronter n'importe qui, il faut comprendre. Le mirmillon va affronter notamment l'oplomaque et le rétiaire. Le thrace, lui, est fait pour affronter des gladiateurs un peu plus lourds, notamment le mirmillon, parce que son arme, la sika, son arme un peu courbée, est vue pour essayer d'aller au-delà du bouclier et de chercher la nuque, donc au-delà des grands casques bien renforcés. Le provocateur, lui, c'est un petit peu unique, il n'affrontera que d'autres provocateurs. C'est donc des combats qui sont plus vus pour de l'agilité, pour de la prouesse, c'est vraiment des duellistes, c'est vraiment quelque chose de duelliste. L'oplomaque, lui, va essayer tant bien que mal d'imiter le combat grec, donc du combat du moins à distance, qui va se tenir à distance la majorité du temps. Mais comme vous le voyez avec le design de son bouclier, c'est surtout vu pour protéger son thorax. Donc pour des venues en mêlée, pour entrer en mêlée notamment. Les armaturas étant faites, on va donc poursuivre, c'est toujours dans la partie 2, notamment dans la carrière et l'entraînement, vient du coup la vie dans la caserne. On sait que la vie des gladiateurs était loin d'être horrible. Vous êtes, en tant que gladiateur, vous allez être un athlète, vous allez être un professionnel, vous allez suivre un entraînement assez rigoureux qui va se caractériser notamment par de la frappe, de la lutte, des choses comme ça. La frappe est notamment caractérisée par la frappe notamment d'un pilier en bois qui est représenté par un reconstituteur de la troupe d'Acta Archeo, en bas. Les entraînements sont assez mal connus, mais on estime que c'est simplement de la répétition, notamment des combats, des sparring de lutte ou des sparring de combat. Il arrive que des blessures soient fréquentes, mais elles sont loin d'être mortelles pour les gladiateurs, parce qu'ils sont entourés d'un personnel assez vaste pour garantir leur tenue du combat. Vous êtes un athlète, surtout que vous êtes considéré comme un bien, et vous allez ramener de l'argent à votre laniste, donc il veut vous garder en vie. On sait que ces médecins sont de très bonne qualité, avec notamment, comme l'image au-dessus, d'un os extrait du cimetière des gladiateurs d'Éphèse, qui nous montre les rares signes d'une amputation pendant l'Antiquité. C'est un cimetière qui date du IIIe siècle environ, mais on voit par l'utilisation notamment de pratiques chirurgicales assez professionnelles, qui peuvent être réalisées que par des professionnels si vous voulez survivre, notamment l'amputation, que les gladiateurs sont bien entourés. À côté de ça, vous avez notamment des masseurs et vous avez l'armurier. Le masseur va notamment s'occuper de tout ce qui est entretien du corps et l'armurier va simplement réparer, vous proposer de l'équipement. Au niveau du régime alimentaire, il est assez connu. Ça se caractérise notamment par beaucoup de graines, au point où on va appeler les gladiateurs, on va les appeler un petit peu pour se moquer d'eux, des bouffeurs de graines. On va leur préconiser pas beaucoup de viande, peu de viande du moins, en particulier la viande de porc, parce qu'on va penser que c'est une mauvaise viande. On va leur conseiller plus de la viande de bœuf, parce qu'on considérait dans les matières médicales antiques que si vous mangez une viande, vous allez en adopter à peu près la même texture en termes de muscles. Et du coup, le porc, ça le fait moyen. On sait que ces pratiques, ces suivis médicaux sont assez importants, avec des citations comme Galien et Pline l'Ancien. Ils ont vraiment accès à des nutritionnistes de l'époque.
On a notamment une recette, enfin, je vous ai mis l'extrait, mais c'est pas encore la recette, il y a toute une recette sur ce qu'on pourrait appeler un complément, un complément nutritif ou un petit shaker, si vous préférez, antique, qui va vous permettre déjà d'enlever les douleurs, de calmer vos douleurs, notamment les contusions internes, mais aussi être un complément alimentaire. Après la vie dans la caserne, vous allez commencer votre carrière de gladiateur. Donc la carrière de gladiateur, elle va vous amener à faire vos combats. Si vous arrivez à bien vous en sortir, vous allez voir les portes du vedettariat et de la célébrité s'ouvrir à vous. Les Romains sont passionnés par le sport de la gladiature et on va commencer à développer un culte de l'athlète, notamment à travers les palmarès qui sont mis en avant parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, le gladiateur fait la promotion par ses combats de son école, ce qui va lui ramener de l'argent à l'école, ce qui va lui ramener de l'argent rien que personnellement, en fait, par ses victoires. Ils ont une prime, les gladiateurs touchent une prime quand ils gagnent un combat. Et on va voir très rapidement des tenues de palmarès. Sur les tombes de gladiateurs, on va avoir leur nombre de victoires dans l'arène ou de défaites. Petit mot là-dessus, la défaite n'emploie pas toujours la mort. On va plutôt essayer de garder des gladiateurs qui ont de bons palmarès. À partir de 16 victoires, vous êtes un bon gladiateur, un très bon gladiateur, voire même. On a des scores qui peuvent toucher à des nombres dantesques. On a notamment Columbus, un des plus grands gladiateurs de son temps et de l'histoire romaine, qui a aligné à peu près plus de 60 victoires. Ça peut être assez délirant et on peut voir la force de ces personnages qui peuvent déjà peuvent enchaîner les combats, donc ce qui montre qu'ils vont rester longtemps dans le métier. Donc on casse notamment l'image du gladiateur qui attend que la libération. Vous savez, la fameuse remise de ce gladius en bois qui vous donne la liberté. Bah, on sait que les gladiateurs en fait s'en foutaient un peu de la liberté. Ils vivaient très bien en tant que gladiateurs. Parce que plus votre palmarès était haut, plus vous aviez accès à la célébrité. Et la célébrité, ça vous donne un ascenseur social incroyable dans la société romaine. Si vous quittez le statut de gladiateur, on le verra, ça sera à vos dépens et ça ne sera pas forcément pour votre bien. La vie dans la célébrité, c'est vous êtes mentionné parfois, vous êtes invité notamment à des grands repas de la noblesse, enfin de l'aristocratie plutôt romaine. Vous allez, et en général, quand vous êtes invité à ce genre de repas, vous repartez couvert de cadeaux, de riches étoffes, de parfums, voire même de femmes en fait, parce que vous allez être considéré comme un symbole de la virilité chez les Romains, du moins chez les femmes. Vous allez avoir beaucoup de succès, notamment avec les groupies, qu'on va appeler les filles à gladiateurs. On a par exemple des mentions de Martial dans les épigrammes d'un gladiateur nommé Hermès, qui devient à Rome le sujet de discussion de toutes les femmes. Il devient l'objet de l'amour de toutes les groupies de gladiateurs qui nous verront auront beaucoup de statuts aussi différents, donc ça sera simplement la petite citoyenne jusqu'à la grande aristocrate. On sait que ces gladiateurs sont très aimés parce qu'on va avoir le début en fait des produits dérivés de gladiateurs. Sur le diapo, on peut voir une série de manches de couteaux en os à l'effigie d'un gladiateur nommé Senlis, d'un Thrax. C'est qu'un extrait de tout ce qu'on a retrouvé, mais on en a retrouvé plus de 6 rien qu'à son effigie. Et à des endroits plutôt divers. Donc de l'Italie jusqu'au fin fond de la Bretagne, on retrouve des représentations du gladiateur et notamment la mention de son nom. Donc on a un certain fanatisme des gladiateurs chez les Romains. Ce fanatisme il se caractérise aussi lors de la mort de ces derniers, qui nous sont rapportés notamment par Stas dans les Sivae. Les gladiateurs sont parfois pleurés lors de leurs obsèques. Chose que je n'ai pas dit dans le dernier, que j'ai oublié de vous mentionner avec la dernière diapositive, je vous la montre très rapidement. Les gladiateurs peuvent avoir une vie de famille. C'est en parlant d'enterrement, ça m'a rappelé que je vous ai mis une stèle funéraire d'un gladiateur nommé Urbicus qui a été établi par sa femme et sa fille. En l'honneur de sa fille, pour sa fille, c'est la femme qui va donner cette stèle pour son mari. On a beaucoup de stèles funéraires qui sont en général données par de la famille des gladiateurs, notamment des femmes et enfants. Donc on voit que une vie assez normale est compatible avec le quotidien d'un gladiateur. Et ce quotidien est très loin d'être désagréable, surtout quand vous êtes bon et surtout quand vous arrivez à avoir la célébrité. Avec la célébrité,
vient le culte du gladiateur. Et quand je parle de culte, c'est peu dire. Le gladiateur va être considéré dans la Rome antique, notamment chez les femmes, comme un véritable sexe symbole, un véritable objet de mystique, de mythe, qui va être un symbole de virilité, d'érotisme chez les Romains. Cet érotisme et cette mystique autour d'eux va notamment venir de la croyance de Vénus comme sainte patronne des gladiateurs. Officiellement, il n'y a pas de dieu assigné aux gladiateurs. On va notamment avoir Vénus, on va aussi avoir, ils vont aussi prier par exemple des personnages comme Hercule pour leur force. Les gladiateurs vont être vus comme les champions de Vénus. Vénus, c'est la déesse c'est simplement Aphrodite chez les Romains, et on lui donne aussi comme, comme symbole le symbole de l'érotisme. On sait que les gladiateurs vont être très liés à Vénus, avec notamment des lois, comme par exemple celle de la loi d'Ursos sous César. C'est la loi d'une petite colonie en Espagne qui oblige tous les combats de gladiateurs à être donnés en l'honneur de Vénus. On a aussi des mentions de prières données à Vénus avant les combats. On a retrouvé quelques petits autels dédiés à Vénus dans les Ludi, mais rien n'est officiel. Officiellement, il n'y a pas de dieu de la gladiature, mais cet intérêt pour les gladiateurs de Vénus donne une certaine mystique chez les gladiateurs, notamment celle d'un sexe symbole. Le gladiateur on va voir aussi ça, cette mystique, à travers la représentation des gladiateurs dans des endroits comme les bordels. On va les retrouver sur des scènes porno, en fait, presque porno. On a notamment les médaillons qui sont retrouvés dans la vallée du Rhône, qui montrent un gladiateur, ou du moins une femme portant les armes d'un gladiateur, reprenant les symboles de la gladiature, notamment cet homme couché qui a le doigt levé pour signe de je me soumets, en gros, je me soumets au jugement de la foule plutôt que celui de la femme. Mais on voit ici que, par exemple, il y a un imaginaire du gladiateur en tant que sexe symbole. La mosaïque qui est en dessous, c'est la mosaïque de Lupina de Pompéi, qui se retrouve juste en dessous de l'escalier où on faisait monter les serveuses / prostituées dans les chambres. Avec ça, avec toute cette mystique, toute cette aura, ça va attirer la convoitise de beaucoup de femmes, et des femmes parfois de très haut rang. Une citation notamment qui est très intéressante, c'est celle de la naissance présumée de Commode, la femme de l'empereur Marc-Antonin, donc Marc Aurèle. Faustina était tombée un jour lors d'un combat follement amoureuse d'un gladiateur. Marc-Antonin n'aimant pas du tout cela, et surtout Faustina ne voulant pas trahir son mari, va le dire à Marc-Antonin. Marc-Antonin va faire exécuter ce gladiateur, et après ça procède à un rituel ésotérique avec le sang du gladiateur. Il fera l'amour notamment à sa femme avec le sang du gladiateur. Ce sang du gladiateur, on va le retrouver dans beaucoup de mythes, beaucoup de rumeurs chez les Romains. On pense que le sang de gladiateur, par exemple, peut guérir l'épilepsie ou le manque de virilité chez les hommes. On va s'en servir comme aphrodisiaque. On va les mettre dans des filtres, des décoctions, des choses comme ça. Nous voyons donc que le gladiateur est la cible de beaucoup d'admiration, en fait, beaucoup de fantasmes, mais il est aussi la cible d'une paradoxale infamie. Cette infamie, elle est notamment caractérisée par la damnatio ad ludum. C'est un procédé de la loi romaine qui condamne les criminels au combat de l'arène. On va coller aux gladiateurs aussi une image de criminels, en même temps qu'ils soient totalement vénérés par le reste de la population. L'autoratie, l'homme libre devenu gladiateur, est aussi le sujet de railleries et de beaucoup de moqueries de la part des Romains. Il faut savoir que l'autoratie va aliéner sa liberté, ce qui est un tabou total dans la citoyenneté romaine. On va les considérer comme des sous-hommes parce qu'ils ne sont pas dignes d'être romains, parce qu'ils ont refusé la romanité, notamment l'importance du statut de citoyen. On sait ça notamment à travers des pièces comiques, ou Boucault, qui va devenir un genre de jacouille, en fait, un personnage duquel on va rire, devient un gladiateur. Le gladiateur va être aussi assigné dans les œuvres un petit peu plus intellectuelles comme une insulte.
On voit ça notamment chez Cicéron dans les Philippiques, donc des œuvres qui sont dédiées, en fait, basiquement, qui sont dédiées à l'insulte de Marc-Antoine. Il va l'insulter copieusement et de manière très nombreuse. J'ai pas pu tout compiler parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il va l'insulter copieusement de gladiateur. On va aussi retrouver la mention de vocabulaire lié à la gladiature dans le registre d'insultes dans d'autres textes antiques. On a un autre texte, un autre auteur, Tertullien, dans Ad Martyrum, donc c'est un chrétien, qui va considérer les gladiateurs comme des prostituées. On va aussi avoir un statut très négatif de l'homme qui veut devenir gladiateur, parce qu'il va simplement se battre et faire couler le sang pour quelqu'un d'autre. Donc même pas pour lui, même pas pour Rome, parce que on fait la distinction du meurtre, enfin du moins de l'acte de tuer. Par exemple, quand vous êtes dans la Légion, que vous êtes un soldat, vous allez tuer au nom de Rome. Vous n'allez pas tuer au nom de votre laniste ou au nom du public. Il n'y a rien d'officiel et rien de noble en fait dans tuer pour le spectacle. Dernier élément de ce rejet des gladiateurs, c'est qu'ils ne vont pas avoir accès à quelques postes dans la société romaine de quelque sorte que ce soit. On va leur refuser les postes dans l'administration ou dans même tous les endroits civils. Ils n'auront pas le droit à ça parce qu'ils seront marqués de l'infamie de manière définitive du gladiateur. Il faut comprendre que le gladiateur, une fois sorti de l'arène et des récits et des mythes, est considéré comme un criminel, quelqu'un de la plus basse estime pour les Romains. On va aussi les bannir des cimetières, on va les mettre à l'écart des cimetières. Par exemple, le cimetière d'Éphèse que j'ai cité précédemment, ça va être une fosse sceptique. En fait, ça va être une vraie fosse pour ceux qui n'ont pas eu l'honneur d'avoir une tombe. Ça va être une fosse où on va mettre les gladiateurs en tas, quoi. On va pas les considérer comme ils sont. On va très rapidement, on va arriver à la dernière partie. Je m'excuse pour la durée de la conférence. Mais on va attaquer au vif du sujet, le spectacle dans l'arène, donc le milieu naturel de ce gladiateur. Très rapidement, on va voir l'organisation des Munela. Les Munela, ce sont les festivals les festivals où vont être donnés des combats de gladiateurs. On sait que ces combats de gladiateurs sont donnés dans les après-midi et ces festivals peuvent durer jusqu'à 3 à 5 jours. On a quelques mentions des Munelas qui se sont ou de Munus qui se sont donnés pour plus de 6 jours, mais rien n'est sûr là-dessus. Il faut comprendre que ces spectacles sont des enjeux assez importants, en particulier pour les Romains, parce que ce sont déjà des enjeux économiques assez importants, parce que le gladiateur est un marché, c'est un investissement. À travers le document du Tablet Italica, je ne vous ai pas présenté ici parce que c'est un document assez complexe, il a été notamment retrouvé pour l'édiction d'une loi pour réformer les prix des gladiateurs sur le marché. On est au courant qu'avec cette Tablet Italica, on sait qu'un gladiateur qui arrive à gagner 15 combats va réussir peut générer rapidement ou peut valoir 150 000 sesterces sur le marché. 150 000 sesterces, c'est énorme en fait pour l'Antiquité. Certains gladiateurs vont avoir la cote qu'on connaît aujourd'hui pour des joueurs du mercato comme Neymar, donc des 22 millions. Donc ce sont des trésors en fait vivants pour les lanistes qui vont se les arracher en fait. On sait notamment qu'il y a de la spéculation au niveau des prix des gladiateurs. On a des mentions notamment de ça avec notamment un Caton en 50. C'était un membre de l'administration, de la haute administration romaine, pardon, qui va essayer de revendre des gladiateurs qu'il a achetés à des gens qui ont fait faillite. Notamment des gens du Sénat romain, des sénateurs ou des consuls. C'est un petit peu plus rare les consuls. Un gladiateur, ça reste un bien, ça reste un investissement, et on sait qu'à travers notamment le document de Tablet Italica, ça peut ramener très gros. Les spectacles aussi valent très gros. Le Munelas, ça permet de vous faire une promotion politique incroyable dans le monde romain. Dans la croyance romaine, un bon administrateur, un bon gérant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et surtout qui fait étalage de son argent, mais de la bonne manière. La bonne manière, selon les Romains, c'est déjà de satisfaire le peuple. Donc, je vous renvoie à la politique notamment du pain et des jeux initiée par César.
où il va contenter la population avec notamment des divertissements et il va subvenir à leurs besoins de nourriture. D'ailleurs, pendant les combats de gladiateurs et les spectacles, on va distribuer de la nourriture pour le peuple. Donc c'est tout aux frais de l'éditeur. L'éditeur, c'est celui qui va demander les jeux, celui qui va commander les jeux. Il faut savoir que c'est pas un statut fixe. L'éditeur, en fait, c'est par exemple si vous êtes l'empereur et que vous voulez donner un combat, vous voulez donner un Munelas, un combat de gladiateur, vous devenez donc l'éditeur et vous devez louer des gladiateurs pour votre combat. Vous devez payer entièrement tout ce spectacle. On sait que c'est un très gros investissement parce que ça peut coûter très très cher, mais vous en tirez des gains qui sont incroyables. C'est notamment de la promotion au niveau politique, parce que vous êtes considéré comme un très bon gérant, parce que vous allez avoir beaucoup d'argent, vous allez penser au peuple, vous allez penser au peuple et vous allez avoir des qualités de gérant, de gestionnaire et surtout d'administrateur, dans le sens où un Mounela, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation, et rien qu'organiser ça, c'est déjà pas mal, et c'est une preuve d'efficacité pour les Romains de l'époque, du moins les citoyens romains. On sait que pendant ces combats de gladiateurs, on va faire la promotion de certains candidats politiques, à travers notamment des petites feuilles qu'on distribue dans les gradins. C'est Libellus Muneriarius qui nous sont attestés par Ovide dans l'Art d'aimer. C'est des petits programmes, en gros, on note les noms des gladiateurs, c'est le programme qu'on va avoir. Et on sait par exemple qu'il y avait des petites promotions, des petits mots dédiés à par exemple, ce Mounous ou ce Mounella est offert par, gracieusement par. On sait que dans cette organisation des jeux, l'empereur va devenir très rapidement un acteur majoritaire, si ce n'est omniprésent. Il va très rapidement capter le monopole de la gladiature. Alors, soit c'est un coup de génie parce qu'il s'est douté que c'était quelque chose de... C'est notamment César qui vont faire ça, César et Auguste qui vont faire ça. Soit ils ont capté le filon, donc filon économique, ou alors filon économique, je ne sais pas, mais ils vont très rapidement se doter d'un bataillon énorme de gladiateurs, au point où ça va faire peur à ses contemporains. On disait à l'époque de Jules César, où il arrivait à comptabiliser 10 000 gladiateurs, qu'il allait faire le siège de Rome avec ses gladiateurs. Il va très rapidement, c'est lui qui va initier cet empereur laniste, et ça va se concrétiser avec le règne d'Auguste, où Auguste va initier une gladiature officielle. Il va créer les fameuses, ce que j'ai dit en tout début de conférence, les ludi romaines, enfin c'est-à-dire les écoles de gladiature impériales, donc des grandes casernes qui sont notamment situées aux alentours du Colisée de Rome. Pour citer les plus grandes, c'est celles notamment de Rome, les Ludi Magnus, la Ludi Dacius, la Ludi Matutinus et la Ludi Gallicus. Oui, qui sont des giga infrastructures en fait en sein de Rome, et qui sont des casernes pouvant accueillir pour certains plus de 200 voire même 500 gladiateurs, ce qui est assez énorme. L'empereur va être le plus grand possesseur de l'aniste, il va s'en assurer notamment par l'édiction de lois. Auguste va par exemple interdire aux sénateurs de posséder ou des grands lanistes en fait de posséder 1000 gladiateurs. Posséder 1000 gladiateurs, c'est déjà énorme pour l'époque. Auguste va reprendre les gladiateurs de César et va en arriver à 10 000. Ce qui montre, vous pouvez déjà ici comprendre avec ce nombre gargantuesque, que l'empereur devient le fournisseur officiel de gladiateurs pour tout l'Empire. Donc, ce qui lui apporte déjà un confort assez important en termes économiques, parce que c'est à lui qu'on va chercher les gladiateurs, c'est lui qu'on va louer, c'est à lui qu'on va louer ses gladiateurs, et un confort économique parce qu'il n'aura pas à les payer en fait. Il peut donner quasiment ce qu'il veut en tant que spectacle, il peut les donner presque à volonté. Parce qu'il aura juste à payer le personnel qui sera à côté et les organisations notamment pour des frais d'entretien, des choses comme ça. On sait que ces combats, dernière petite chose, ces combats sont notamment annoncés et sont très publicités. On sait qu'il y a beaucoup de publicité et de communication qui sont autour de ça, autour de ces derniers. Par exemple, pour le cas de Pompéi, c'est-à-dire là où on a retrouvé le plus de documents archéologiques concernant notamment la gladiature, on cite qu'il y a au moins 27 graffitis publicitaires simplement pour l'annonce d'un combat, quelquefois des mois à l'avance ou quelquefois une semaine à l'avance. On va faire beaucoup de promotions. Par exemple, on va faire la promotion par exemple de l'apparition d'un gladiateur en particulier, d'une star locale par exemple.
Ces combats sont attendus avec beaucoup d'impatience. On a notamment une citation de La brièveté de la vie de Sénèque, qui va raconter que les Romains, à l'annonce d'un combat, n'en peuvent plus. En fait, sont très impatients et veulent sauter tous les jours intermédiaires à l'attente. Pour eux, toute durée est trop longue, selon les mots de Sénèque. Passons à la suite. On va voir que ces combats sont rythmés. On est très loin des combats de gladiateurs où vous êtes simplement rythmé par le bruit et les cris du public. Oui, il y a beaucoup de cris du public parce que ça suscite beaucoup d'émotions, ce genre de combat. Mais on a un rôle qui est pas souvent vu en cinéma, voire même jamais, c'est l'importance de ceux qui sont autour des gladiateurs. On a le plus notable, c'est notamment les musiciens. Les combats de gladiateurs et les spectacles vont être accompagnés de beaucoup de musique. Alors pendant le combat, ils vont appuyer notamment le dramatique d'un combat. Ils vont aussi donner et rythmer, ils vont s'accorder aussi au rythme du combat. Si par exemple il y a une petite accalmie, ils vont tonner une petite musique pour maintenir un certain émoi dans le public. La théâtralité et l'animation, il y en a beaucoup. Alors en termes d'animation, on a les crieurs publics, on a la chorale, on a un monsieur loyal qui va permettre l'annonce des gladiateurs, qui va donner leur nom, qui va même commenter en fait le combat, qui va donner aussi les mots c'est lui qui va crier, parce que vous vous doutez bien que dans un amphithéâtre c'est difficile de communiquer, c'est lui qui va répéter les mots de l'éditeur. L'éditeur par exemple peut interrompre un combat et donner la décision. C'est notamment lors de la mise à mort, c'est lui qui va donner les derniers mots. La théâtralité est mise en avant, notamment à travers les costumes. On va par exemple richement décorer les casques des gladiateurs. On va même leur donner des petits noms de scène. Les noms de scène sont en général donnés par le public, mais ils vont mettre en avant par exemple certains traits. On va même créer des personnages qui vont se voir notamment lors des Scena Libera. C'est des petits repas qui sont donnés avant les grands combats, qui sont accessibles au public, où des gladiateurs vont simuler des conversations. On a par exemple des cas où des gladiateurs vont jouer le rôle de méchants pour être détestés du public et pour donner de la vie en fait, pour donner du corps au spectacle. Les couleurs, alors les couleurs pour le coup, c'est simplement pour différencier les gladiateurs. Et on va aussi avoir l'apparition de personnages assez intrigants, un personnage psychopompe du charron. C'est le petit diablotin, si vous voulez, du spectacle qui intervient à la toute fin et qui emmène le corps des gladiateurs. En général, il apporte beaucoup d'émotions parce qu'il est hué, parce qu'il incarne la mort et il incarne aussi la culpabilité publique des Romains. En fait, voir le psychopompe charron, c'est un personnage encore mystérieux. Il faut comprendre qu'on n'a pas encore beaucoup de sources parlant de ce personnage, mais c'est lui qui va achever les gladiateurs. Les achever du moins beaucoup plus proprement, notamment avec un marteau. Bon, en général, quand il tape sur la tête de quelqu'un, c'est qu'il est déjà mort depuis longtemps. Ils sont pas aussi cruels que ça, et ils vont l'emmener hors de l'arène. Il est beaucoup hué parce qu'il incarne la culpabilité de tout le monde, parce que si vous voulez, le personnage du charron enlève un peu de responsabilité aux Romains qui ont donné la décision de la mise à mort du gladiateur, parce que c'est lui qui va donner le coup de grâce, enfin du moins on va considérer, ou il va faire en sorte de donner le coup de grâce, donc celui qui met vraiment à mort le gladiateur, et il va être en général hué pour ça. On va passer du coup à la suite. Le combat dans l'arène, comment il se fait, comment il se structure. Comparé à ce qu'on voit au cinéma, le combat de gladiateurs est très loin d'être simplement des mêlées générales sans aucun sens. Déjà, le gladiateur combat uniquement en paire, en duel, sauf à de rares exceptions, mais c'est pour des jeux particuliers, notamment les Pontiaris et des petites mises en scène où en gros on va mettre une petite scène un peu élevée au milieu de l'arène et il va y avoir deux gladiateurs qui vont devoir la défendre de deux autres gladiateurs. C'est un jeu qui était assez populaire, mais la grande disposition basique, c'est un duel. C'est des paires de gladiateurs qui vont s'affronter en duel. Ces duels, ils sont très structurés, ils ont des règlements. On a par exemple une règle qui enlève, enfin qui désencourage notamment les stocks. Alors par estoc, il faut comprendre qu'on va éviter de donner des stocks dans les endroits les plus vitaux, notamment la tête. On va plus essayer de piquer ce qui est visible, ce qui est atteignable, donc notamment les jambes. On va éviter de terminer le combat le plus vite possible, parce que si le combat est mauvais, les deux gladiateurs sont dans la merde. Si je peux m'exprimer ainsi, bien sûr.
C'est notamment lors de la mise à mort, mais on verra ça un tout petit peu après. Les combats sont aussi encadrés par un personnel assez compétent, des arbitres qui ne sont pas vus au cinéma non plus et qui ont un véritable code, des phrases d'armes en fait pour les gladiateurs. Le gladiateur, par exemple, peut, avec un geste de la main, demander l'arrêt d'un combat. Il peut donner l'arrêt d'un combat s'il est trop blessé, si par exemple l'adversaire fait une faute. C'est ce qu'on voit notamment sur la mosaïque tout au-dessus. C'est un Hoplomach qui a lancé une estoc dans le casque de ce Myrmillon, qui l'a fait saigner abondamment. C'est un geste qui est assez prohibé dans la gladiature parce que c'est alors, il a fait un joli coup, hein, de manière officiellement, il a fait un joli coup, hein, mais c'est pas très cool de voir ça, surtout pour du spectacle. On veut voir de très beaux, on veut voir de très beaux duels. C'est pas tant la mortalité qui nous intéresse. Ce qui nous indique ça, c'est notamment le gladiateur, c'est notamment l'arbitre qui va accéder à la requête du gladiateur et qui va mettre fin au combat en criant intermite et en levant son bâton, ce qui notamment le mettant en vision entre les deux gladiateurs, le mettre à sa vision ou alors carrément le frapper. On appelle ça donner du bâton pour faire arrêter le combat. C'est très loin d'être un abattoir, l'arène et le combat, parce qu'on va notamment donner l'avis du public qui ne va pas souvent accorder la mort. On a notamment la missio, c'est la demande de la missio, donc la missio comprenait simplement épargner. On a aussi la missio libera, ça c'est celle vous savez, c'est la grande cérémonie de la remise du gladius. Ça, c'est des moments très attendus. On sait que les Romains préfèrent largement la scène, vous savez, la scène voilà, le paroxysme des émotions. C'est lorsqu'un gladiateur est mis au sol et qu'on attend en fait sa mission et qu'on attend justement la décision de s'il va mourir ou s'il va vivre, s'il va continuer sa carrière. On sait que le public aime beaucoup ça parce qu'on va souvent représenter ça dans toutes les scènes iconographiques. On a très peu de mise à mort. C'est un truc qui n'intéresse pas beaucoup ça intéresse pas beaucoup le public. On préfère le combat. On a lors de cette mission, c'est le grand témoin dans l'arène. On va crier de tous ses poumons. On va essayer de crier à l'arbitre de prendre une décision parce que c'est à l'arbitre déjà de communiquer la décision de l'édito. Les arbitres vont se concerter pour savoir ce qu'il y a un certain. On n'est pas encore tout à fait sûr, mais on sait qu'il y a une forme de comptage de points, du moins, qui a l'avantage dans un combat et qui mérite, du moins, s'il a fait un beau combat, une belle durée de combat. S'il est apte à mourir, s'il est apte à vivre. En général, on vit beaucoup. On sait que la gladiature est loin d'être mortelle, notamment au 1er siècle. C'est notamment considéré comme l'âge d'or de la gladiature. On a très peu de mise à mort pour les gladiateurs, en règle générale, mais c'est surtout vrai pour le 1er siècle. Cette mise à mort, elle est communiquée par l'éditeur. C'est l'éditeur qui va choisir de mettre à mort. Alors la mise à mort, c'est une grande décision à prendre pour l'éditeur. Parce que l'éditeur, lorsqu'il met à mort une location, parce qu'un gladiateur, souvenez-vous, c'est une location, c'est un bien qui ne vous appartient pas, qui vous appartient justement seulement pour la durée du combat. Le laniste vous autorise à le mettre à mort, mais vous allez devoir payer. Vous allez devoir payer notamment les frais de contrat et ce que le gladiateur pouvait rapporter. Imaginez donc, avec ce que je vous ai dit précédemment, avec des gladiateurs qui peuvent valoir ce qui vaut aujourd'hui 22 millions d'euros, des véritables Neymar de la scène, imaginez simplement de mettre à mort ce genre de type. L'éditeur fait donc très attention à qui il met à mort. On ne va pas mettre à mort n'importe qui. On va essayer de mettre à mort des petits gladiateurs qui se font un nom. Les héros de la scène, c'est-à-dire qui dépassent les 15 victoires ou les 10 victoires, en général, ils sont très vite graciés parce qu'ils ont déjà l'intérêt du public. Le public se souvient d'eux en général parce qu'ils les ont sûrement vus dans d'autres combats et vont se marquer d'intérêt pour ça. On sait que la missio, ça a beaucoup d'intérêt pour les Romains parce que il va y avoir notamment de vrais débats dans le public. Le public va pouvoir faire connaître sa voix notamment avec l'agitation du mappa plutôt que du pollice verso, donc le fameux pouce en bas. On va agiter des petits mouchoirs de soie pour montrer, pour simplement qu'on voit et qu'on comptabilise assez rapidement à l'œil nu si la tendance majoritaire est à la vie ou à la mort.
La mise à mort d'ailleurs, elle est ordonnée non pas par le pouce en bas, mais par le signe que vous voyez tout en bas dans le bas-relief, le glyptothèque de Munich. Les deux doigts comme un pistolet en gros qui visent le gladiateur mis au sol. Il faut savoir que le gladiateur, une fois qu'il met son genou à terre et qu'il lève le doigt, c'est-à-dire ça veut dire qu'il se remet à l'avis de l'éditeur et du public. L'éditeur a le fin mot, mais s'il prend une décision qui est en désaccord avec celui du public, ça va pas être bien pour lui. Parce que je rappelle, les combats sont donnés pour justement sa popularité. Donc aller au-delà de la vie du public, c'est se mettre dans un chemin assez dangereux. Pour revenir un peu simplement à l'organisation, enfin simplement au procédé des combats, c'est au niveau des combats, ils sont annoncés à l'avance. On annonce notamment la scène libera. La scène libera, c'est la scène du repas qui est publique, où on va voir les gladiateurs manger, communiquer ensemble, avec notamment des discussions scénarisées. Ensuite, on a un défilé qui montre les gladiateurs qui ne sont pas armés, qui vont être armés un tout petit peu plus tard. On va voir le combat, la demande de missio, et ensuite l'évacuation des corps s'il y en a, ou à la remise des prix, notamment une palme. Euh, c'est à petit peu près tout, notamment dans les communications gestuelles dans l'arène, c'est notamment custodia, pugnate, intimité, persévérate. Les gladiateurs, avec leur casque, ne peuvent pas souvent entendre, donc on va souvent donner du bâton pour faire entendre sa décision, et notamment avec les signalétiques, qui permettent aussi aux spectateurs de comprendre ce qui se passe. C'est à petit peu près tout, oui, en effet. On va donc passer à la conclusion. On a vu à travers cet exposé ou cette conférence, appelez ça comme vous voulez, que le gladiateur est très loin de ce qu'on nous présente dans les œuvres cinématographiques notamment. Il peut mener une vie excellente, notamment s'il est bon, s'il a accès à la célébrité. On sait que le gladiateur est fantasmé par l'esprit romain. Il est aussi un athlète professionnel qui vaut donc beaucoup d'argent, qui a beaucoup d'argent pour les ludis et les lanistes qui vont se déchirer notamment certains gladiateurs. On a vu aussi que la gladiature, ça a beaucoup d'enjeux économiques et politiques, notamment, mais ça c'est à peu près tous les jeux romains, mais celui-là en particulier parce qu'il va ramener énormément d'argent, notamment pour les organisateurs, les éditeurs. On a vu aussi que que la gladiature n'est pas romaine, elle est antique, mais elle va gagner ses lettres de noblesse, s'organiser, se démocratiser et se faire connaître à travers la romanité et les Romains. On a vu aussi les profils des gladiateurs, qui sont beaucoup plus complexes que celles qu'on connaît aujourd'hui, celle notamment de l'esclave qui est dévoué à son maître, qui attend qu'une chose, c'est la liberté. Et on a vu aussi, du moins un petit peu, partiellement du moins, le combat dans l'arène, et que ce combat n'est pas aussi mortel qu'on nous le présente. La mort est omniprésente dans le métier de la gladiature, mais c'est plus souvent en sous-texte, dans le sens où si vous êtes blessé, vous avez des risques mortels, c'est toujours un risque, mais il n'est pas aussi omniprésent qu'on pense. La mort n'est jamais systématique. Euh, En toute fin, je vais simplement donner mes sources, donc ma bibliographie. Je me suis aidé notamment l'ouvrage général, si jamais vous voulez approfondir un peu le sujet, c'est l'histoire des gladiateurs de Bernett Hahn, qui est un petit peu plus récent. Mais moi, personnellement, je préfère largement les gladiateurs en Occident des origines à la mort de Domitien, qui est beaucoup plus complet. C'est un pavé d'à peu près 540 pages. Si jamais vous êtes passionné par la gladiature, je vous invite au moins le trouver en PDF. Il est accessible en PDF, notamment sur Percé. Dans les ouvrages détaillés, c'est simplement des petits articles, des petits PDF, des extraits de thèse qui m'ont permis notamment de connaître des choses très particulières qui ne sont pas souvent mentionnées. C'est notamment les manches de couteau et leur représentation des gladiateurs dans le monde romain, donc leur diffusion. Et pour ce qui est des visuels et un peu d'aide, mais ça c'est simplement par mes échanges personnels, qui n'ont pas forcément à voir avec cette conférence, c'est l'aide notamment de Guillaume Bayard, de la troupe de reconstitution de gladiateurs, Gladiar Martura, qui m'a donné, et Lopez Brice, d'Acta Archeo, pardon, qui m'ont donné l'autorisation de vous montrer de vous montrer notamment ce que ça peut être en fait la gladiature de la reconstitution de gladiature.
qui m'ont donné aussi beaucoup d'éléments, de citations et d'éléments littéraires et iconographiques. Pour ce qui est des sources antiques, j'ai pas pu toutes les citer, mais on peut les retrouver notamment sur le site que j'ai mis ici, c'est remac.org. C'est très complet, c'est un petit peu difficile à prendre en main au début, mais si jamais vous voulez des textes ou des sources en particulier, je peux vous en donner. Je peux vous les faire parvenir. Je peux même vous faire parvenir certains documents de vidéos pour notamment des combats, pour voir ce que c'est un vrai combat de gladiateur, mais c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bien, bah merci pour la conférence, j'espère que ça a plu à tout le monde. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.